Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce livre qui s'appelle Désirer à tout prix par l'auteur Tal Madesta. Alors si tu ne sais pas qui est Tal, je t'invite vivement à le suivre, mais je pense que parmi mes abonnés, il y a déjà un bon nombre de personnes qui voient qu'est-ce qu'il fait, puisque c'est quelqu'un dont je partage le travail assez souvent, notamment sur Instagram, et c'est aussi un ami. D'ailleurs, si tu passes par là, je te salue bien, je te fais des bisous. C'est un ouvrage qui parle notamment de Cesque, et du coup, désolée d'avance si je trouve des moyens détournés ou des mots alternatifs pour parler de cette thématique, c'est juste que voilà, j'ai pas envie de travailler dans le vent comme d'habitude, et donc j'aimerais que cette vidéo soit monétisée. Au passage, si tu veux soutenir mon travail de manière générale, tu peux me faire un petit don sur Tipeee pour 50 centimes ou 1 euro. Pour moi, ça fait déjà la différence, et pour toi, c'est pas grand chose, alors que moi, ça me permet de continuer mes vidéos de manière autonome et indépendante. Donc si tu penses à le faire, merci beaucoup, et si tu l'as déjà fait, merci infiniment. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc le livre nous parle de désir et de capitalisme, ou plutôt de la manière dont la société capitaliste vient polluer nos expériences intimes, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Et plus largement, l'auteur cherche à analyser la façon dont l'épanouissement sexuel est devenu un marché au même titre que les autres, et comment du coup ce marché impacte la vie des individus, comment ça nous met la pression, comment ça nous stresse, comment ça nous donne la sensation d'avoir un problème, d'être malade, d'être inefficace, d'avoir des blocages, etc. Et d'avoir une analyse qui fait un grand pas de recul pour voir les choses sous un prisme peut-être un peu plus sociologique et moins individuel, puisqu'on va parler quand même de choses très intimes. La sexualité, a priori, c'est quelque chose que l'on vit chacun et chacune dans notre coin, et on a pendant très longtemps pensé que ça ne concernait personne d'autre que la sphère privée des personnes avec qui on la pratique. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même les dimensions les plus intimes de nos vies sont impactées par les sociétés dans lesquelles on évolue, par la culture, le moment de l'histoire dans lequel on se situe. Le livre commence avec un constat, celui de l'auteur du coup, qui va parler de sa propre expérience avec l'intimité. Et pour comprendre du coup les passages où il va parler de sa propre vie, il faut juste savoir que Tal est une personne transmasculine. Donc pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire qu'avant sa transition, il était perçu et traité par la société comme une femme, et à cette époque-là, il avait notamment des relations avec des hommes. Donc ça veut dire que c'était un cadre dit hétérosexuel. Donc il commence en disant en gros que assez vite, quand il a commencé à avoir une vie sexuelle active, il a constaté que son corps, entre guillemets, ne produisait pas ce qu'il était censé produire dans ces moments-là. Il explique en gros que souvent, quand il avait des rapports, il aspirait à cet idéal, à cet épanouissement, ce nirvana, ces sensations physiques absolument incroyables promises par toutes les productions culturelles, tous les mythes autour de la sexualité, etc. Et donc il dit voilà, chercher cette frénésie, ce sentiment, sans jamais l'obtenir, et donc d'avoir l'impression constamment que quand il a des relations, d'être insatisfait, de pas comprendre, de pas se sentir exactement comme il imaginait qu'il se sentirait. Et il finit par comprendre en fait que finalement, des gens comme lui, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Des personnes qui sont pas satisfaites sexuellement, des personnes qui comprennent pas pourquoi il y a un tel intérêt autour de cette dimension-là de la vie, des personnes que ça angoisse en fait de penser à ce genre de choses, un tas de tabous autour de la fréquence, de l'intensité, des raisons de faire ce genre de choses. Bref, et il se rend compte que finalement, toutes ces questions qui se posent, il y en a plein d'autres qui se les posent, et il décide du coup d'aborder la thématique sous un angle plutôt sociologique et structurel, plutôt que de parler de blocage individuel, de culpabilité personnelle ou de honte. Il essaye de voir politiquement du coup pourquoi en fait il y a autant de gens visiblement qui vivent la même chose que lui, qui ont l'air d'être malheureux par rapport à ça, et surtout qui n'ont aucune solution pour remédier à ce problème. Ça sert à rien d'essayer de trouver la solution chez un sexothérapeute, chez un psychologue conjugal, chez quelqu'un qui nous aiderait à mieux incarner notre corps et à mieux communiquer et toutes ces choses, parce que selon lui en fait cette angoisse existentielle elle est partagée notamment par une majorité de personnes qui souffrent de violences vécues à cause de la structure de notre système social. Alors je vais tout de suite arrêter avec la théorie sociologique abstraite pour aller dans du très concret, donc tiens bon, on y arrive. Mais en gros, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il en a marre qu'on essaye de régler les problèmes du cul des gens à travers l'achat d'un nouveau sextoy, ou à travers un nouveau podcast, ou une nouvelle thérapie à suivre, ou un nouveau truc à acheter, etc. Selon lui, ces blocages, ces angoisses, ces questionnements que énormément de personnes ont, sont le résultat d'une société qui structurellement est violente, qui structurellement inflige des violences concrètes aux personnes qui vont les vivre et qui vont être impactées
par ces dernières et qui vont être influencées entre guillemets toute leur vie à cause de ces violences. Et donc il va commencer à décrire un genre de quête quasi obsessionnelle dans laquelle il va constamment revenir à ces situations qui pourtant lui font du mal, qui pourtant ne lui apportent rien, qui pourtant le font sentir encore plus angoissé, cassé, malade, que sais-je, mais en gros qui n'apportent rien de bon, comme si il cherchait à conjurer le sort entre guillemets, comme s'il cherchait à atteindre enfin ce fameux secret, ce truc là qui anime tous les gens qui font du sesque et qui visiblement ne peut pas être accessible pour lui puisque ces expériences à lui n'ont rien à voir avec ce que semblent vivre d'autres personnes. Il explique à la page 22: il arrivait que je touche du doigt une forme de lâcher-prise, mais cet instant fugace laissait toujours la place, irrémédiablement, comme une prophétie en béton armé qui encerclait mon corps, à l'ennui et à l'insensibilité. L'autre qui dort à côté, repu et satisfait, quand moi je reste assise, les yeux grands ouverts, la faim au ventre. Pour moi, la pratique sesquelle constituait donc, et continue aujourd'hui, un terrain miné entre jeu et violence, amusement et arrachement à moi-même. Toute ma courte vie, j'ai vécu cet écart comme une forme avancée de dissonance cognitive. Ensuite, il parle du fait qu'il a l'impression d'être constamment bloqué dans sa tête, comme s'il était dans une tour de contrôle et comme s'il ne pouvait pas avoir accès à son corps et à ses sensations. Et là, il va faire un lien qui n'est absolument pas surprenant, puisque on sait maintenant que ce lien existe bel et bien, et plusieurs disciplines l'ont déjà prouvé. Mais en gros, il explique que cet état-là, c'est-à-dire celui de faire quelque chose mais d'avoir l'impression de se regarder le faire, c'est en fait un état de dissociation et un état qui a pu lui sauver la vie à un moment donné, puisque quand il était enfant, il a vécu des violences au sein de son foyer, notamment des violences conjugales qui l'ont impacté lui aussi. Donc dans son foyer, il y avait de la maltraitance de la part de son père envers sa mère, et lui du coup a été victime de cette violence puisqu'il a été maltraité à son tour. Et il explique donc que quand son père battait sa mère, la dissociation lui permettait de survivre à des chocs psychologiques et physiques très importants. Le truc, c'est que pour beaucoup de personnes, le cerveau ne fait pas forcément le travail nécessaire pour pouvoir comprendre qu'il n'est plus en danger à l'heure actuelle, et ça c'est juste les conséquences en fait de la maltraitance et de la violence vécue. C'est que beaucoup de personnes du coup restent avec des mécanismes de défense dont elles n'ont plus besoin, mais elles ne savent juste pas faire autrement, et donc elles restent bloquées dans un schéma où elles sont dans une réaction traumatique et pas dans le fait de vivre vraiment le moment présent. Donc moi forcément ça me parle beaucoup, j'ai fait pas mal de vidéos où je décris ce sentiment de décalage, ce sentiment de déconnexion, où je dis que je suis à côté de mes pompes, notamment dans cette vidéo où j'explique que je me déteste, et dans cette autre vidéo où j'explique que j'ai l'impression de ne pas être un corps, je vis dans ma tête. Et donc Tal explique qu'en gros, quand on a vécu ce type de violence, notamment dans un cercle aussi intime que celui de la famille, ce qui est la majorité du temps le cas, la majorité des violences qui surviennent, quel que soit le domaine, surviennent souvent dans le cadre privé et intime, et cette situation-là mène à ce que les personnes fassent une association entre la vulnérabilité et le danger. Se montrer vulnérable égale être en danger littéralement de mort, et donc pour survivre et pour se protéger, il ne faut pas se montrer vulnérable. Et quelle est l'activité humaine qui nous rend particulièrement vulnérables? Le sesque. C'est vraiment un moment de la vie dans lequel on se met littéralement à nu, et donc on s'expose d'une certaine manière. Et donc pour beaucoup de personnes, l'intimité est un endroit où vont se révéler un tas de traumatismes, puisque c'est un endroit où on va s'autoriser ou pas à être vulnérable. Et donc pour beaucoup de personnes, c'est très très difficile en fait d'entrer dans cet état et d'avoir assez confiance en son partenaire pour pouvoir être vraiment vulnérable. Et donc beaucoup d'entre nous avons juste des rapports mécaniques dans lesquels on suit une suite logique de gestes à faire, de bruits à faire, de pratiques, etc. alors qu'on ne ressent pas vraiment dans notre chair le plaisir de le faire. Donc Tal va poser la question à juste titre de comment faire pour s'épanouir dans la sexualité quand on a associé le fait de lâcher prise au fait d'être en danger. Et que cette association est faite par une très grande proportion de personnes qui vivent des violences similaires. Et encore plus loin, comment on fait pour s'épanouir quand en plus de tout ça, on ne rentre pas dans le moule social qui a été fait pour nous, c'est-à-dire si on est une personne homosexuelle, si on est une personne trans, si on est une personne juste qui a des pratiques qui sont pas exactement dans la norme, cis, hétéro, reproductive, etc. On est supposé faire comment en fait? Pour tenter de répondre à ces questions, on va faire un petit saut en 1886 et rencontrer monsieur le psychiatre Richard von Krafft-Ebing, qui a écrit le livre Psychopathia Sexualis, qui en gros est un genre de manuel, un genre de... Comment ils ont appelé ça sur Wikipédia?
Oui, un manuel de référence destiné aux médecins légistes et aux magistrats de l'époque qui en gros servait à décrire toutes les pratiques déviantes liées à la sexualité humaine. Et dans ces pratiques qui du coup étaient perçues comme dangereuses, comme malsaines, comme juste non souhaitables dans la société, figurent notamment l'homosexualité, le fétichisme, le masochisme, le fait d'être trans par exemple, je sais pas comment c'était nommé dans ce livre, mais en gros voilà, tout ce qui n'était pas normal était pathologique et à soigner et un signe justement de déviance profonde, puisque à partir des pratiques sexuelles des personnes, on estimait si elles étaient, pour le dire vulgairement, dangereuses, folles, à enfermer, etc. ou pas. Donc oui, ce que les personnes font dans leur lit a toujours intéressé la société et a toujours été un prétexte pour soit les discriminer, soit carrément faire pire. Bref, et en fait pourquoi c'est important de parler de psychiatrie dans ce cas-là? Parce que la psychiatrie a joué un très très grand rôle dans le fait de stigmatiser et de justifier les pires violences envers des personnes qui en fait n'ont jamais rien fait à qui que ce soit et juste étaient étiquetées comme étant déviantes à cause de leurs préférences, à cause de leur orientation sexuelle, etc. Et non seulement dans son histoire elle a ce type de cadavre dans son placard, mais elle est aussi responsable d'une grande partie du validisme existant et de la psychophobie existante dans notre société, puisque c'est aussi la médecine et la psychiatrie qui a décidé que certains troubles, certains symptômes étaient associés à certaines catégories de personnes et que certaines catégories de personnes du coup méritaient d'être réparées, méritaient d'être parfois stérilisées. La médecine a été aussi à l'origine de nombreux cas d'eugénisme et de pratiques plus que douteuses, donc on peut effectivement critiquer ce domaine-là. Et pourquoi ce lien entre validisme, psychophobie et du coup pratiques sexuelles déviantes? C'est parce que les personnes elles-mêmes touchées par un handicap physique et ou mental vont souvent être catégorisées comme ayant une vie sexuelle aussi anormale. Donc pour peu que tu sois une personne handi et ou malade et active sexuellement, on peut te traiter comme étant déviant, anormal. Enfin, je dis on peut comme si c'était une possibilité, mais en fait c'est plutôt une norme. Mais bref, tout ça pour dire que la médecine en général, dans son histoire, est responsable en grande partie d'un grand nombre de violences en fait structurelles faites envers certains groupes sociaux, notamment les personnes LGBT, les personnes malades chroniques et ou handicapées, les personnes grosses aussi, mais bon, c'est pas le sujet forcément du livre. Et là, du coup, on va aborder le thème de la sexualité. Et pas la espace sexualité, mais l'apostrophe asexualité. Jusqu'en 2015, le DSM-4 du coup, puisqu'on est en 2015, qui est donc la bible entre guillemets des psychiatres, considérait la sexualité comme une pathologie médicale, c'est-à-dire que ne pas avoir de désir ou peu de désir ou ne pas pratiquer de sexualité avec autrui a été, jusqu'en 2015, considéré comme une maladie. Et c'est l'expérience que Tal a vécue lorsqu'il allait voir une sexologue quand il pensait avoir un problème, c'est qu'il voyait bien que la sexologue, avec toute la bienveillance et la bonne foi du monde, lui donnait des conseils dans le but que Tal rentre dans une norme qui n'était pas la sienne en fait. Il a passé plusieurs séances à se faire entendre qu'il devrait plutôt tenter telle pratique, qu'il devrait plutôt aspirer à tel objectif, à tel désir, à tel besoin, comme si c'était ça qui allait lui permettre de s'épanouir enfin sexuellement, alors qu'en réalité, il ne correspondait juste pas à la norme du script hétérosexuel classique, et il aurait préféré juste entendre un truc du style écoutez, si vous voulez pas avoir des rapports intimes, pire c'est pas grave, vous pouvez aller faire autre chose, genre un cinéma. Enfin bref, pendant sa quête, il a fini par comprendre du coup que le sexque était omniprésent, l'injonction à avoir une vie sexuelle était omniprésente, ça a l'air d'être un sujet qui est dans toutes les bouches, dans toutes les productions culturelles. Pour vendre du dentifrice ou un burger, on va te caler une allusion érotique quelque part pour pousser les gens à la consommation. Et donc non seulement le sexque est un outil marketing utilisé pour inciter les gens à consommer, etc., mais en fait, le sexque lui-même est devenu un marché à lui tout seul, notamment depuis les années 2000. Les années 2000 qui ont été vraiment le Eldorado du marché du sextoy notamment. Optimisation du corps et de son fonctionnement, promesse d'orgasmes multiples, coaching en bien-être sexuel, industrie du dating, même des collectifs féministes sexe positif, pardon. Donc tous ces éléments-là, qui, attention, ne sont pas à diaboliser, c'est pas le propos de l'auteur, mais tous ces éléments-là mis ensemble et leur explosion et leur prolifération entre guillemets, produisent malgré tout un discours qui prétend que la sexualité est forcément libératrice et que vivre une sexualité épanouie est forcément, nécessairement désirable pour tout le monde, alors qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas forcément un objectif. Alors attention, le but ici c'est pas de dire que les mouvements de libération sexuelle
des années 70, etc., faisait fausse route ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est pas le propos. C'est pas non plus de dénigrer tout ce qui touche aux sexualités alternatives, etc. Donc le but ici, c'est pas de critiquer les personnes qui sont vachement dans le milieu. D'ailleurs, moi je suis quelqu'un qui est très dans ces trucs-là, j'en parle beaucoup, ça m'obsède un petit peu aussi, donc voilà, le but c'est pas de dire arrêtez de vous y intéresser, c'est une perte de temps, venez on fait du tricot à la place. L'idée c'est plutôt de réfléchir à qui profite le fait que le sexe ça soit autant une obsession pour autant de gens et source d'angoisse et donc prétexte pour l'achat. Ça profite au capitalisme en fait. Et donc, si c'est le capitalisme qui est à l'origine d'énormément de violences structurelles, notamment envers les femmes, notamment envers les personnes LGBT, les personnes malades et ou handicapées, si le capitalisme est à l'origine de nos souffrances, c'est lui que l'on doit combattre pour essayer d'aller mieux à cause de ces violences-là, plutôt que de travailler juste soi individuellement à se réparer tout seul quand il n'y a rien à réparer finalement. Et donc Tal explique que le capitalisme associé au féminisme libéral, donc un féminisme qui va dans le sens du marché économique, du capitalisme, etc., ces deux éléments ensemble font qu'on a transformé une lutte sociale en produit. Justement, ce pourquoi se battaient les activistes des années 70-80 pour un mouvement de libération et de révolution sexuelle, etc., aujourd'hui, ça s'est transformé en marché aux gadgets, et pas que aux gadgets, toute forme de coaching, de formation, de conseils, bref, c'est devenu un produit. La sexualité maintenant, avant était un outil pour faire vendre, et maintenant elle est carrément un objet de vente. À la page 50, Tal nous dit « On voit bien dans ce schéma que la consommation n'est qu'un leurre, un écran de fumée ne visant pas la satisfaction en soi du besoin. La stimulation continue que ce besoin génère devient une fin en soi, ce qui renvoie à des mécanismes similaires à ceux de l'addiction. Ce système économique permet donc la création d'un nouveau marché fructueux qui promet de répondre aux besoins des individus, tout en assurant son enrichissement grâce à l'échec de ces mêmes individus à se conformer à ce nouvel idéal. » Ensuite, il continue en parlant de l'orgasm gap, donc du fossé orgasmique. Donc il dit « La sexualité est abordée sous l'angle comptable et économique. On parle d'orgasm gap comme on parle en miroir de wage gap, écart salarial. Comme s'il s'agissait là aussi d'un plafond de verre à faire exploser. La qualité du bien-être sexuel est ainsi souvent indexée à la quantité sexuelle. Il faudrait avoir plus d'orgasmes, de manière plus régulière, oser de nouvelles pratiques pour étendre ses horizons, accumuler les informations et les connaissances pour mieux connaître son corps, trouver des moyens de stimuler de nouveau sa libido tout en maintenant activement celui de son ou sa partenaire. Je crois que c'est précisément ici que s'effectue l'opération de dissociation avec son corps. Il devient une machine et à ce titre, il doit pouvoir produire et optimiser continuellement son rendement. Ce qui nous mène à la situation suivante, page 52. On assiste progressivement à une association totalement paradoxale entre revendications sociales et consommation, comme si c'était le marché qui pouvait nous amener plus rapidement à l'objectif politique de la libération sexuelle, quoi que cela veuille dire. Donc là, il va parler d'un sujet qui mériterait que je l'aborde dans une vidéo à part entière, qui est la biopolitique et le biopouvoir. Donc ce sont des concepts qui ont été théorisés par le philosophe sociologue Michel Foucault, très connu dans nos domaines, vraiment un pilier conceptuel et théorique. Et donc en fait, la notion de biopolitique et de biopouvoir, c'est de dire en gros que aujourd'hui, grâce au capitalisme, les États, les gouvernements, les institutions, elles peuvent exercer leur pouvoir institutionnel sur nous à travers le contrôle de nos corps, et pas un contrôle qui est fait à grande échelle par les institutions, la société en général, mais un contrôle que l'on fait soi-même. C'est-à-dire que maintenant, on s'auto-contrôle. On se retrouve à avoir un exercice du pouvoir qui se manifeste sur nos corps. C'est-à-dire que maintenant, les gens eux-mêmes vont dans le sens de ce que la société attend d'eux, en eux-mêmes s'infligeant des traitements d'auto-correction, d'auto-punition, où ils vont se modifier eux-mêmes pour correspondre à ce que le pouvoir souhaite. Et donc, il va continuer à la page 53 en disant que chaque individu en lui-même, dans son corps, dans ses gestes, puisse être contrôlé, mais aussi trouver un mécanisme de pouvoir tel que, en même temps qu'il contrôle les choses et les personnes jusqu'au moindre détail, il s'exerce dans le sens du processus économique lui-même. Contrôle des individus d'un côté, profit capitalistique de l'autre, cette manière de faire intégrer aux individus des normes qui ne sont en réalité rien d'autre que les instruments d'un contrôle social économique, tout en leur donnant l'illusion que leur sexualité relève de la sphère privée et des actions individuelles, voilà qui est éminemment politique. En citant un tas d'autres chercheurs et chercheuses en sciences sociales, il finit par la conclusion suivante: il y a un effondrement du social
au profit du psychologique. En gros, on rejette la faute de l'échec sur les épaules des individus qui eux-mêmes se débattent déjà avec leurs propres difficultés, alors que c'est surtout un système entier qui les broie et qui les broie pour des raisons qui sont pas valables. Parce que c'est des personnes qui ne correspondent pas forcément à la norme, et d'ailleurs, même quand elles correspondent à la norme, elles souffrent d'énormément d'injonctions. Selon l'auteur, il y a un espace central qui concentre et qui amplifie ces dynamiques-là, c'est le couple hétérosexuel. Pourquoi c'est amplifié? Parce que dans un couple, très souvent, on va prendre le SESC comme un indicateur du bien-être du couple. Ça va être un peu un baromètre qui va décider si le couple se porte bien ou pas. Et justement, qu'est-ce qui différencie une relation de couple des autres types de relations humaines que l'on connaît? Eh ben, le fait qu'un couple, ça couche ensemble. Les individus, a priori, ils échangent une intimité entre eux. Donc, il y a une pression par rapport au couple et au SESC. Et donc, à la page 57, Tal nous explique que qui voudrait se voir en miroir dans le tableau misogyne de la personne mal baisée, celle qui dissocie et pense à sa liste de courses en pleine étreinte, la frigide qui ne jouit pas, celle qui préférerait lire seule sur son canapé, celle qui se contenterait avec joie d'étreintes doucement érotiques, qui est épuisée par la sexualité partagée, mais qui panique pour son couple quand cela fait 15 jours qu'elle ne la pratique pas. Et c'est absolument vrai, beaucoup de femmes en couple hétérosexuel vivent une situation pareille, moi aussi, j'ai témoigné de ça sur ma chaîne énormément, justement cette obsession liée au fait d'être désirable, de susciter l'envie chez son partenaire et de se rendre compte qu'en fait finalement c'est pas si épanouissant que ça. Surtout quand on sait que pendant longtemps la société a considéré que dans un couple les violences étaient permises puisque le VIOL conjugal a été reconnu en France comme un crime aggravé seulement en 2006. Bref, donc Tal explique que on peut pas comprendre la manière dont fonctionne cette injonction, cette obligation à la sexualité, si on ne nomme pas l'éléphant dans la pièce, si on refuse tous et toutes de nommer le problème tel qu'il est vraiment, le régime politique hétérosexuel. Alors, plusieurs autrices ont parlé de comment, du coup, ce régime-là se manifeste, fonctionne, comment il impacte les individus, etc. Il y a notamment Monique Wittig qui en a parlé dans La Pensée Straight. J'ai fait d'ailleurs une revue de ce livre dans cette vidéo-là que tu pourras regarder incessamment sous peu si la thématique t'intéresse. Sinon, il y a Adrienne Rich qui a théorisé le concept de compulsory heterosexuality, qui est l'hétérosexualité obligatoire. Et donc, voilà. Ce sont des références pour essayer de comprendre en quoi le couple hétérosexuel lui-même, dans une société capitaliste, est une unité de production, en gros, et notamment de production de la violence. Parce que quand on y regarde de plus près, ce marché du SESC, il s'adresse notamment aux couples hétéros. Le but, c'est de continuer d'alimenter le régime hétéro, la politique hétéro, et donc de s'assurer que des gens sauvent leur couple, puissent retrouver une vie sexuelle épanouie après la grossesse de madame, après l'accident de monsieur, après je ne sais quoi. Vous avez la ménopause, les hormones, vous avez des problèmes d'érection, le Viagra, votre couple bat de l'aile, essayez telle pratique, etc. Donc tout ça, c'est le but, c'est d'alimenter en fait cette politique-là finalement. Parce que si le but c'était juste de vraiment permettre aux gens de s'épanouir dans leur sexualité, eh ben on verrait beaucoup plus de propositions pour toutes les sexualités qui sont alternatives et qui finalement ne sont pas si alternatives que ça. Mais bon, on attend les vraies statistiques qui sortiront un jour parce que moi j'en ai marre de croire que les LGBT on est si minimes dans la population, c'est pas possible. Et pourquoi on ne voit pas ces solutions-là? Tout simplement parce qu'en fait, alimenter d'autres types de liens, encourager d'autres configurations relationnelles que le couple hétérosexuel reproductif basique, c'est mettre en danger le régime politique en place. Parce qu'en fait, la société a besoin que les gens se mettent en couple, fassent des enfants, s'achètent une maison, suivent un destin très précis. En fait, ça sert à la société d'être dans cette configuration-là. Et les autres liens qui existent, donc des liens de type LGBT, des liens qui ne sont pas forcément érotisés, mais juste des liens d'amitié, des liens familiaux, alternatifs, etc. Tout ça, ça met en péril la société capitaliste. Ça met en péril les piliers de sa politique. Et donc, forcément, si ça met en péril ce système-là, qu'est-ce qu'on va dire? Les personnes concernées sont déviantes, anormales, il faut les enfermer, il faut les mettre sous médication, il faut les diaboliser, il faut les présenter comme étant dangereuses pour la société, et donc ça justifie après les pires violences. Ce qui nous amène à la deuxième partie du livre, qui parle du fait de désinvestir le désir et de renforcer d'autres types de liens. Dans cette partie-là, Tal nous explique qu'il a envie de raconter l'histoire de l'amour sans le SESC. Il veut justement changer de ce que font la majorité des productions culturelles, c'est-à-dire arrêter de présenter les histoires d'amour où la sexualité est absente
ou juste un non-événement comme étant des histoires d'amour qui sont gênantes, malheureuses et qui se dirigent inéluctablement vers la rupture parce qu'en fait c'est pas forcément ce qui se passe. Beaucoup de récits d'amour alternatifs ont été effacés, ignorés, invisibilisés, mais même historiquement parlant, il y a vraiment, on l'a vu, notamment dans la documentation et dans les archives des histoires lesbiennes, combien de fois des femmes qui se sont aimées et qui s'étaient reconnues dans la société dans laquelle elles évoluaient ont été présentées par les historiens comme des meilleures amies, comme de très très proches copines, sans nommer le fait qu'elles avaient des relations amoureuses. Donc c'est pas une nouveauté que aujourd'hui beaucoup de récits de type d'amour alternatif, de type de famille alternative, de type de relations de couple alternatif, ces récits-là, c'est pas une nouveauté qu'ils aient été effacés et même modifiés en fait par notamment des historiens soit de mauvaise foi, soit ignorants, qui ont toujours présenté ces histoires-là comme étant secondaires, comme étant inintéressantes, ou voire carrément en les racontant mal, quoi. Face à ce régime discriminatoire envers les relations qui ne sont pas celles de la norme attendue, on a vu émerger du coup énormément de personnes se rebeller contre ça et vouloir revendiquer d'autres manières de relationner. C'est d'ailleurs comme ça que sont nés les Gay Prides. Alors là on reste dans la thématique du sasque, mais de manière générale, il y a toujours eu des gens qui ont voulu revendiquer le fait de relationner différemment, en fait. Et donc, il y a aussi des personnes qui revendiquent le fait de relationner autrement que par le sesque à tout prix. Et donc, à la page 81, il nous dit « Ce sont souvent les femmes lesbiennes et ou racisées qui ont proposé d'autres récits et théorisé d'autres approches de l'amour romantique et de la sexualité en dehors des velléités productivistes voulues par l'État et promues par le capitalisme. » Et donc là, notamment, il fait référence à Adrienne Rich, Audre Lorde, Bell Hooks et d'autres autrices qui sont, je l'espère, connues dans ton répertoire, si tu aimes lire, parce que ça peut être très intéressant pour toi d'aller regarder ce que font ces autrices. Et donc, toutes ces autrices disent la même chose, les liens les plus fertiles sont aussi les moins rentables. Parce qu'en fait, ces liens fertiles sont des histoires d'amour décapitalisées, c'est des histoires d'amour qui ne servent pas au système, en fait. Et tous ces récits, finalement, ils montrent la même chose. Déjà, de un, ils montrent la puissance d'autres types de liens que ceux de la conjugalité. Ensuite, ils montrent comment peut fleurir le couple au-delà des fondations basées exclusivement sur la sexualité. Ensuite, il montre qu'il est possible de faire communauté familiale autrement que par le lien de la famille nucléaire. Ensuite, ça nous permet d'apprendre que l'amitié aussi peut nous enseigner des choses sur l'intimité. On va y revenir. Et finalement, ça nous apprend qu'on peut jouir dans son propre corps autrement que par le sesque. Si tu t'intéresses un petit peu à la démographie, tu vas assez vite comprendre que la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, enfant, c'est pas une configuration familiale qui est très commune dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, actuellement, même en 2023, dans la société moderne, c'est pas du tout le type de famille le plus courant qui existe. En fait, ce modèle-là, il est né justement pendant le XXe siècle avec la montée du capitalisme industriel, la révolution de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce type de famille-là, il a été créé par la propagande états-unienne autour du père qui va travailler à l'extérieur et gagner son pain. C'est ce qu'on appelle the man breadwinner, c'est la figure qu'il incarne, et de la femme au foyer qui va consommer des appareils ménagers, qui va s'épanouir à travers le fait de s'occuper de la maison et de ses enfants et de son mari, et qui va fournir un travail gratuit qui sert à toute la société, etc. Et de cantonner cette famille entre quatre murs qui sont la sphère privée, la différencier de la sphère publique. Ce qui se passe dans le privé est privé, ce qui se passe dehors est politique. Et donc, si tu tabasses ta femme et tes enfants, ce n'est pas le problème de la société puisque c'est votre vie privée. Donc cette configuration familiale n'est absolument pas courante, que ce soit dans d'autres pays ou dans d'autres moments de l'histoire, puisque c'est une configuration qui ne fonctionne déjà que chez les bourgeois. Dans les familles pauvres, en fait, souvent les femmes vont aussi devoir travailler à l'extérieur. Et même dans les familles qui sont pas blanches, qui ont des réalités relationnelles différentes de familles qui sont nées sur le territoire dans lequel elles vivent, etc., machin truc. Bref, tout ça, ça fait que non, la majorité des familles ne ressemblent pas à ça. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles avec des tantes, avec des grands-mères, avec des cousins, avec... Enfin, voilà. L'humanité a fait bien plus que juste papa, maman, enfant entre quatre murs. Donc à la page 90, Tal nous dit la chose suivante.
Dans les milieux où le travail des femmes est une nécessité économique pour la survie de la famille, ce modèle familial centré sur le couple et la sexualité comme un cercle renfermé sur lui-même ne peut donc pas fonctionner. Rappelons que jusqu'à la moitié du XXe siècle environ, en Occident, la famille ne se concevait pas en vase clos, mais centrée autour de la communauté étendue. Le socle familial reposait sur la cohabitation intergénérationnelle et non pas sur la conjugalité en tant que telle. À mesure que le modèle familial centré sur la famille nucléaire s'est imposé, seules les familles les plus riches ont pu, grâce à leurs ressources financières, recréer l'aide et le soutien familial apporté historiquement par la communauté étendue en embauchant des aides ménagères et éducatives inaccessibles aux foyers les plus pauvres. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle les nouveaux modèles de famille, de foyer, émergent dans les milieux les moins favorisés ou les moins valorisés socialement. D'ailleurs, beaucoup de revendications des mouvements LGBT vont dans le sens de pouvoir créer des familles, justement, le droit au mariage, le droit à la PMA, etc. C'est des droits qui sont revendiqués dans le but de pouvoir créer des familles différentes, entre guillemets. C'est en s'intéressant à ces mouvements, à son histoire et à ces alternatives de famille que l'on comprend que finalement, les notions d'amour, d'amitié, de famille, etc. Tout ça, c'est très poreux, en fait. Et justement, pour illustrer ça, du coup, dans cette partie du livre, Tal invite plusieurs personnes pour témoigner, en fait, de leur vision de la chose. Donc là, je vais lire le témoignage de Maëlle, une femme trans de la trentaine, qui est TDS, et qui, du coup, s'est installée avec plusieurs de ses amis et partenaires dans une grande maison. Elle nous dit à la page 101, « Nous avons emménagé ensemble dans une maison à la campagne avec un projet à long terme. L'idée est d'acheter une maison toutes ensemble et de la rénover et de construire notre vie là-bas. Au-delà de l'aspect logement, nous essayons aussi de prendre soin psychologiquement et émotionnellement les unes et les uns des autres. Nous faisons notre possible pour être des soutiens et cela se ressent pour moi dans la façon dont je me tiens dans cette maison. J'arrive beaucoup mieux à me reposer, à poser mes besoins et à demander de l'aide lorsque je suis dans cet espace. Et aussi, j'ai l'impression que je suis plus là pour les autres. Notre petite famille a déjà vécu plusieurs moments difficiles pour certains, certaines. L'un d'entre nous a vécu un rejet violent de ses parents lors de son coming out, une autre a fini par rompre les liens avec son père après des années de maltraitance psychologique et d'absence, le décès d'une grand-mère, etc. Et nous avons à chaque fois été présentes pour elles et eux. Cela me rassure de savoir que cette famille sera là si un événement difficile m'arrive. » À partir de là, Tal va vraiment insister sur l'importance des liens d'amitié. Et pour lui, en fait, les liens d'amitié, ce sont des passions amoureuses qui n'ont pas besoin de sesque pour se maintenir. Et j'ai trouvé cette tournure de phrase très jolie pour définir l'amitié. Il explique qu'en fait, les amitiés sont aussi très très intenses, qu'elles sont aussi un moyen d'accession à la vulnérabilité, à l'intimité, et que la société, justement, a tout intérêt à décrédibiliser la camaraderie, la solidarité, la sororité entre femmes, puisque, justement, ce serait montrer que d'autres options sont possibles. Or, ces options-là ne sont pas fructueuses pour le capitalisme, donc on ne va pas les mettre en avant. Je continue avec les témoignages parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. À la page 107, on peut lire l'extrait suivant. « Je pense que l'amitié est une forme de lien moins valorisée parce qu'elle entrave le régime hétérosexuel qui dit qu'il faut absolument trouver chaussure à son pied, trouver ce qui va venir nous compléter. L'amitié, c'est surtout dire qui je choisis, si bien que chaque personne est actrice de la relation. Alors que dans l'amour hétérosexuel, les femmes sont passives. Dans l'amitié, il n'y a pas cette perte de moyens. C'est un contrat entre deux personnes. On parle de vie commune, pas de la passion, de l'exception, du pointillé. La société n'aime pas les relations où tout le monde est en position de pouvoir. Elle aime celles où il y en a un qui domine et exploite l'autre. Les amitiés sont cruciales pour moi. Elles ont une fonction très forte, un rôle d'extension de moi-même. J'ai besoin de l'amitié pour avoir des espaces de réflexion, de discussion et de décompression. J'ai donc un rapport très intense à l'amitié. Mon partenaire m'a dit un jour qu'il n'était pas en couple avec moi, mais en couple avec moi et mes potes. Dans ma vie, mes amitiés ont créé des caisses de résonance. Je n'ai plus jamais vraiment été seule le jour où j'ai eu des amis. À la page 108, il y a un autre témoignage. Selon moi, Tal, l'amitié contient une charge politique de tous les possibles. Quiconque fait l'expérience pour quelque raison que ce soit de l'isolement, de l'ostracisation, de la marginalisation, sait le caractère fondamental du lien à l'autre, surtout lorsqu'il nous ressemble, lorsqu'on partage des intérêts communs. Page 111. Dans une communauté telle que la nôtre, où les liens familiaux sont souvent détruits, étiolés, traumatiques et synonymes de blessures, parler d'amour familial peut sembler obscène. Quand on est pédé, quand on est gouine, quand on est trans, bien souvent la famille, ce n'est pas l'amour, c'est la violence. Ce n'est pas le lien, c'est la rupture. Ce n'est pas la communauté, c'est ce qui nous a poussés vers elle en nous retirant tout autre moyen de subsister. Et c'est d'ailleurs dans cette communauté qu'on va en refonder une. Voilà pourquoi distinguer l'amitié de l'amour familial nous semble idiot. Notre famille, on la reconstitue à partir d'amis. Il explique aussi que dans l'amitié, il y a un autre rapport à la temporalité. Dans l'amitié, on a plus le temps de se montrer vulnérable, de se tromper, de grandir ensemble, alors que dans la relation amoureuse, il y a une pression qui fait que
tous les 3 mois, tu fais une petite mise à jour pour checker que tout va bien, que c'est bon, c'est une entreprise qui fonctionne. Et si elle fonctionne pas, il faut l'arrêter, il faut en créer une autre, quoi. Tal continue sa narration en expliquant qu'il existe un tas d'autres plaisirs tout aussi satisfaisants et dignes d'intérêt que le sesc. Les conversations profondes avec les personnes qu'on aime, les souvenirs mémorables, les voyages, les repas partagés, les surprises, les cadeaux, les déclarations d'amitié, etc. Tout ça, en fait, c'est tout aussi valorisé, ça devrait être tout aussi valorisé, pardon, que l'amour romantique, en fait. Page 117. La famille, c'est des gens ascendants, descendants, qui font semblant d'être super contents d'être ensemble et de s'aimer, alors qu'en réalité, ils et elles se détestent tous et ne se supportent pas. C'est là où les pires événements se passent. Crimes, assassinats, viols, inceste, haine, violence, mais il faut le taire. Voilà pour le résumé du livre. Alors je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce que j'en ai pensé personnellement avant de conclure cette vidéo, mais pour moi ça a été vraiment un grand soulagement de le lire. Non pas que je sois asexuelle, non pas que je me reconnaisse dans toutes les problématiques que Tal aborde, etc. Mais juste parce que comme beaucoup d'entre nous, j'ai des grosses angoisses liées à ma vie intime. Et c'est vrai que quand je suis en couple, je me mets une pression horrible en lien avec justement l'intimité qui fait qu'après, je me retrouve dans des situations comme beaucoup de personnes très désagréables, où je me sens très mal, où je perds beaucoup confiance en moi, où je me pose beaucoup trop de questions, où j'ai des réactions parfois post-traumatiques, etc. Enfin bref, du coup, c'est vrai que c'est un livre qui m'a vraiment permis de respirer, de me sentir moins seule, mais ça ne m'a pas pour autant, comment dire, désintéressée du sesc. Pour moi, le sesc, c'est quelque chose de très important. J'ai envie, moi, de justement continuer ma quête personnelle là-dedans, mais je trouve que c'est important de la faire en connaissance de cause. En ce moment, personnellement, je me casse la tête en mille, et j'en ai parlé dans de précédentes vidéos, notamment dans celle-ci et celle-ci. C'est vrai que j'ai effectivement ce sentiment d'avoir un problème, d'avoir un truc à réparer, de pas fonctionner exactement comme je voudrais, etc. Donc pour cet aspect-là, le livre m'a fait du bien et m'a permis de relativiser, de me sentir moins angoissée liée à ça et surtout moins responsable individuellement de ce qui m'arrive. Maintenant, ça n'empêche pas que, en connaissance de cause, en ayant tous ces éléments en tête, j'ai quand même envie de faire cette quête, mais parce que voilà, j'ai un objectif précis et j'ai pas l'impression de faire ça dans le vent. Mais c'est vrai que par le passé, notamment quand j'étais dans des couples hétéros, c'est vrai que je gaspillais une telle énergie, un tel temps, et tellement d'argent à essayer de susciter l'intérêt, le désir, essayer de me rendre... ouais, voilà, à essayer de rentrer dans ce moule justement et d'être perpétuellement déçue et de me sentir bête et ridicule. Et je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais moi ça m'est arrivé beaucoup de fois de me mettre à claquer, je sais pas moi, genre 100 balles dans de la lingerie, comme si j'avais largement les moyens de le faire, mais parce que j'étais sûre que c'est ça qui allait solutionner mon problème, alors qu'en fait pas du tout. Au-delà de l'aspect du sesc, tout ça, c'est vrai que c'est un magnifique plaidoyer pour l'amitié. C'est vraiment un très beau livre qui remet au centre les relations familiales, que ce soit des relations qui ont été choisies, parce que voilà, comme on l'a vu dans un des derniers témoignages, pour beaucoup d'entre nous, la famille est synonyme de douleur. Donc que ce soit la famille choisie ou juste des liens fraternels, des liens de camaraderie, de solidarité, etc. C'est vrai que ces types de liens-là, pour moi, ils ont une immense valeur et on a tendance à beaucoup les minimiser ou les dénigrer carrément. Et d'ailleurs, il me semble que j'en parle encore dans cette vidéo, décidément la barre de description va être immense, mais tu vois, typiquement dans ce concept de friend zone, c'est une manière de dire en gros, t'as pas pu obtenir le vrai truc intéressant, t'es juste son ami. Comme si être l'ami de quelqu'un, c'était pas en soi quelque chose de super en fait. Comme si... Et puis ça revient à toutes ces thématiques, l'amitié homme-femme, tout ça. Enfin bref, mettre en avant ce type de relation-là, ce type de lien affectif-là, je trouve que c'est bénéfique pour absolument tout le monde. Que tu sois ou pas intéressé dans le fait de vivre du sesc de telle ou telle manière ou pas de sesc du tout. Je pense que c'est vraiment une lecture qui peut faire du bien à tout le monde parce que il me semble que c'est rarissime, voire impossible de pas s'être posé des questions anxiogènes, existentielles autour de son intimité et notamment d'une intimité conjugale. Une autre idée que je trouve très belle et qui, je pense, va rester dans ma tête même après la lecture, c'est le fait de voir le sesc comme juste une activité qui nous permet d'accéder à autre chose. Le sesc, c'est pas une fin en soi, forcément. Ça peut l'être pour certaines personnes. La société la présente comme une fin en soi. Mais en réalité, ça peut être plutôt un moyen
de communiquer, un moyen de se connaître, un moyen d'accéder à des parties de soi justement cachées, qui sont un peu fragiles et qui sont justement vulnérables. Et donc c'est vrai que moi, cette optique-là, ça m'a permis un peu de... ouais, d'avoir un autre regard sur ma manière d'avoir de l'intimité. Comme beaucoup de personnes, malgré le fait que je suis féministe, que je suis briefée sur les thématiques qui touchent aux injonctions sur le sesque, etc., c'est vrai que même comme ça, malgré moi, je me retrouve à avoir une pression, à vouloir performer, à vouloir être efficace, à vouloir... comme si je devais débloquer des niveaux de mon corps, alors qu'il n'y a aucune pression, urgence à le faire, et puis c'est pas grave si ça marche pas du premier coup, et c'est pas grave si ça marche pas maintenant. En fait, si tu veux, de manière générale, le livre m'a permis de vraiment calm down autour du sesque et d'appréhender la chose différemment et de le voir vraiment comme un moyen de communication. C'est comme ça en fait que j'ai interprété la chose. Donc ça m'a apporté de la nourriture mentale pour vraiment remettre l'amitié à la place qu'elle mérite et les liens affectifs non sexuels à la place qu'ils méritent. Ça m'a permis aussi du coup de changer ma vision par rapport à mon propre stress lié au sesque, et juste aussi ça m'a fait une petite piqûre de rappel sur comment la société, comme d'habitude, et le capitalisme pourrit nos relations et nous font croire que c'est nous le problème, quand le problème vient plutôt de l'extérieur, sans pour autant nous déresponsabiliser totalement des situations, évidemment. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as compris de ce livre, ce que tu as retenu, ce que ça t'a apporté, si t'as aimé, moins aimé, enfin bref, toujours dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Tu trouveras dans la description du coup le lien vers les réseaux de Tal si tu veux t'intéresser à son travail de manière plus large. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu être utile, qu'elle aura pu te faire réfléchir, t'apporter quoi que ce soit. Bref, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous.